Bonjour et bienvenue à cette autre présentation de Jackie Robinson et les Royaux de Montréal de 1946 en revue. Quand on s'est laissé à la fin du dernier épisode, l'équipe amorçait une séquence de 11 matchs en 16 jours dans 3 villes différentes. Et après avoir remporté les 2 matchs du programme double du 2 juillet à Montréal et pris le train vers Buffalo, les Royaux ont remporté leur 50e victoire de la saison le 3 juillet. Le 4, Jackie a obtenu 3 simples en 5 présences au bâton et fait marquer ses 24e et 25e points de la campagne. En tout, 2 victoires, 1 défaite à Buffalo. Puis, cap sur Toronto, où l'équipe a remporté 2 victoires, et c'était 2-2 après 7 manches dans la 3e rencontre de la série, quand on a dû arrêter la partie. Mais pas à cause de la pluie, pas à cause de la noirceur ou du brouillard ou quoi que ce soit, parce que les 2 clubs devaient sauter dans le train pour aller disputer un programme double à Montréal le lendemain. Et ça, c'est une situation qui se produisait assez fréquemment à l'époque qu'on doive interrompre un match parce que les joueurs avaient un train à prendre. D'ailleurs, les Royaux y ont été confrontés à nouveau 4 jours plus tard. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais c'est quelque chose dont on parle rarement, à quel point le transport par avion a été une révolution dans le monde du sport. Ça réduisait le temps de transport de manière tellement spectaculaire. Je vous donne juste un exemple. Quand les Royaux devaient se rendre à Baltimore pour affronter les Orioles, ça prenait 18 heures faire Montréal-Baltimore en train contre 3 heures seulement en avion. Donc, quand on a commencé à voyager en aéroplane, comme on disait à l'époque, ça a donné beaucoup de flexibilité aux ligues pour établir leur calendrier. On n'avait plus besoin d'envoyer les équipes sur la route pendant des 3 à 4 semaines comme on le faisait autrefois. On n'avait plus à présenter autant de matchs en après-midi pour faciliter les déplacements. Et surtout, l'avion a permis aux ligues de s'étendre géographiquement. Juste pour prendre l'exemple du baseball majeur, en 1946, il n'y avait pas d'équipe plus au sud ni plus à l'ouest que Saint-Louis. Et franchement, ça aurait été pratiquement impossible d'avoir des équipes, par exemple en Californie, si on avait dû se rendre jusque là-bas en train. Ça aurait été absolument cauchemardesque, essayer de faire un calendrier avec ça. Mais enfin, je ferme la parenthèse. Les Royaux et les Maple Leafs sont donc montés à bord du même train à destination de Montréal et les partisans montréalais, il y en avait 12 565 pour le programme double du 7 juillet, ont vu leurs Royaux balayer la série contre leurs rivaux torontois. Au total, les hommes de Clay Hopper ont remporté 9 des 11 matchs qu'ils avaient à disputer au cours de cette séquence-là, et ce qui aurait pu être tout à fait dramatique pour l'équipe s'est avéré être une bénédiction. Ils ont vu leur avance en tête du classement passer de 4 matchs et demi à 10 matchs et demi en l'espace d'une semaine et ils n'ont plus jamais été inquiétés par la suite. Le 9 juillet, on a disputé le match des étoiles du baseball majeur au Fenway Park de Boston et les Dodgers de Brooklyn ont profité de la pause du match des étoiles pour aller affronter leur club-école québécois. Lundi, le 8, ils l'ont emporté 6-2 face aux Royaux de Trois-Rivières et le lendemain, l'équipe a débarqué au stade de Lorimier pour affronter le Montréal, comme on disait à l'époque. Et dans les journaux, on était méfiants. On se demandait si Branch Rickey avait organisé ce match-là d'abord et avant tout pour permettre à son gérant, Léo Durocher, d'évaluer les joueurs des Royaux en vue d'éventuels rappels dans les semaines et les mois à venir. D'ailleurs, le chroniqueur Paul Parizeau, dans le journal Le Canada, était convaincu que les Royaux auraient remporté la petite série mondiale en 1945 si les Dodgers n'avaient pas rappelé 2 des meilleurs joueurs de l'équipe en fin de saison, et ce, en dépit du fait que Branch Rickey avait promis qu'il n'y aurait pas de rappel au cours de la campagne. On craignait donc que la même chose se reproduise et il va sans dire que le nom de Jackie Robinson était régulièrement mentionné parmi les joueurs susceptibles d'aller aider le grand club. Malgré leurs craintes, 16 168 spectateurs se sont déplacés pour assister au match. Les Dodgers avaient à peu près leur alignement régulier, exception faite des joueurs qui avaient été choisis pour participer au match des étoiles, comme Dixie Walker et Pee Wee Reese. Ralph Branca, qu'on connaît surtout pour avoir accordé un très célèbre circuit à Bobby Thompson au cours d'un match éliminatoire 5 ans plus tard, a lancé toute la partie pour Brooklyn. Jackie Robinson a joué, mais il n'a pas frappé de coup sûr en 2 présences officielles au marbre. Le pointage était égal 5-5 après 7 manches et demie, quand, je pense que vous me voyez venir, on a dû arrêter le match parce que les Dodgers avaient un train à prendre vers Chicago. Et ça a mis la foule en colère. Les spectateurs présents ont inondé le terrain de coussins quand les joueurs sont repartis vers le vestiaire. Au cours de cette rencontre-là, Roy Partlow a lancé une manche dans ce qui s'est avéré être sa dernière sortie
avec les Royaux. On va y revenir dans la vidéo de la semaine prochaine. Il sera aussi question du dernier long voyage de la saison pour l'équipe montréalaise. Je vous invite à vous rendre sur notre page Facebook ou notre fil Twitter, où vous pourrez voir plusieurs belles photos qui avaient été prises lors du match Montréal-Brooklyn. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.